soirée d'Halloween déguisée à aller chercher des bonbons et surtout à en manger. Et je pense aussi à toutes ces personnes qui ont dû travailler peut-être le vendredi 1er novembre. Pour ne rien vous cacher, le jour où je tourne, nous sommes le vendredi 1er novembre 2024. J'ai augmenté un petit peu le gain du micro, donc ne soyez pas surpris de devoir peut-être un peu baisser le son ou alors l'augmenter peut-être, je ne sais pas, selon vos appareils. Dites-moi dans les commentaires si le son vous plaît plus comme cela, ou si c'est trop fort, ou si c'est pas agréable. Vous pouvez me dire dans les commentaires. Deuxième chose que je voulais vous dire, j'ai envie de faire une vidéo sur mon parcours scolaire, mais je sais pas si ça peut vous intéresser, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires toujours si ça vous tente une vidéo où je fais du blabla en vous exposant mon parcours scolaire, qui est, je dois le dire, assez original, assez long et atypique. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur ce sujet ou pas, n'hésitez pas à me dire vraiment si ça vous intéresse, pas du tout. Et si vous préférez que je fasse comme d'habitude des vidéos un peu plus instructives et où je vous raconte, je réponds à des questions de savoir inutile, ou alors le saviez-vous, ou des anecdotes diverses et variées. Voilà. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, j'avais envie de vous faire des anecdotes sur des films. Je ne savais pas trop quoi faire comme vidéo, j'avais envie de tourner une vidéo. De toute manière, il fallait que je la tourne pour demain parce que demain samedi, je peux pas la tourner. Donc je me suis dit je vais la tourner maintenant. Aujourd'hui il est 20h53 et c'est en voyant le t-shirt que j'ai mis ce matin que je me suis dit pourquoi ne pas faire des anecdotes sur des films qui sont sortis au cinéma, des plus anciens et des plus modernes. Et j'ai trouvé un super site qui rassemble plein d'anecdotes sur des films et des séries. Des films très récents, des films vraiment de toute catégorie. Et je pense vraiment que je vais faire ça souvent parce qu'il y a plein de films. Et c'est toujours bien d'avoir des anecdotes. Je vous mettrai comme d'habitude les sources dans la barre d'informations. Le site s'appelle Cinecdote. Et
j'ai un petit peu regardé et c'est super, c'est par thème en fait d'anecdotes. Donc sur le film, sur la fiche du film, il y a des petits paragraphes avec des parties, on va dire. Alors débutons la vidéo. J'espère que vous êtes bien installés confortablement et que dans l'endroit où vous vous sentez le mieux et que vous êtes prêts pour m'entendre, m'écouter, chuchoter. Alors c'est parti. Premier film qui arrive en premier, il s'agit du film que j'ai vu, pas au cinéma mais je l'ai vu 1917. Je l'avais vu à la télé quand il était passé sur France 2 je crois, ou quelque chose comme ça. J'ai adoré ce film, vraiment j'ai adoré ce film. Alors 1917, il dure 1h59, il est sorti le 15 janvier 2020 et le créateur est Sam Mendes. Le synopsis: 6 avril 1917, dans le nord de la France, le caporal Blake et le caporal Schofield se voient confier une mission impossible. Il doit effectivement délivrer un message au plus profond du territoire ennemi qui empêche 1600 hommes d'aller droit vers un piège mortel. Parmi ces hommes se trouve le frère de Tom Blake, le lieutenant Joseph Blake. C'est une course contre la montre qui débute. Alors, c'est vrai que il peut y avoir des petits spoils qui se cachent. Je viens de lire que nous vous conseillons de voir 1917 avant de lire les anecdotes, si ce n'est pas encore le cas. Certaines anecdotes peuvent spoiler. Bon, j'avais pas pensé à ça. C'est vrai que j'espère que c'est pas pour tous les films. Libre à vous d'avancer un petit peu la vidéo si vous voulez les anecdotes d'autres films que celui-ci si vous ne l'avez pas vu. Moi personnellement, les spoils c'est quelque chose qui m'est complètement égal. Si vous voulez mon avis, je suis hermétique à ce qu'on me spoil en fait, parce que ça ne me dérange pas de savoir ce qui se passe à la fin du film ou dans le film, parce que ce que je trouve bien c'est que de le savoir, je me dis ah, donc le film va se passer comme ça, il va se passer ça, mais comment ça va être tourné, filmé, comment ça va être amené, comment ils vont nous délivrer ces informations et ces actions. Donc moi personnellement, ça m'est égal d'être spoilé. Après, je comprends qu'il y en a qui n'aient pas envie. Donc, j'essaierai de vous dire un petit peu avant à chaque fois si y a des petits spoils. Et je vous laisserai avancer si vous ne voulez pas être spoilé. Avancez la vidéo évidemment. Alors, jamais mieux servi que par soi-même. À la suite de James Bond, Sam Mendes, donc le créateur, a exploré de nouveaux horizons. Après avoir lu plusieurs scénarios sans trouver le bon, l'agent de Sam Mendes et Pippa Harris, la productrice, lui ont demandé pourquoi est-ce qu'il n'écrirait pas lui-même son propre script. Dans un premier temps retentissant, il se lança finalement dans ce grand projet qu'est 1917. Grand-père, l'idée du film est venue des souvenirs d'enfance de Sam Mendes. Effectivement, son grand-père avait participé à la Première Guerre mondiale en 1917 en tant que messager. Plan séquence. Pour Sam Mendes, le film devait se dérouler en temps réel. Ainsi, Roger Deakins, directeur de la photographie
du film a proposé l'idée du plan séquence. Le réalisateur adopte alors cette idée afin de rendre le film immersif et de plonger le spectateur dans les tranchées avec les personnages. Spécialiste des tranchées, la production du film a construit 1,5 km de tranchées. Celles-ci ont été supervisées par Andrew Robert Shaw, un spécialiste du domaine qui a déjà fouillé un bon nombre de tranchées. De même, il avait auparavant travaillé sur Cheval de guerre en 2012 et Wonder Woman en 2017. Météo. Le film se déroulant suivant un ordre chronologique, les équipes devaient s'assurer que la météo ne fausse pas tout. Le film se déroulant par temps couvert, il fallait alors attendre pour chaque prise que le soleil se cache de nouveau derrière un nuage. Si le ciel était dégagé, il ne pouvait pas tourner, simplement répéter et attendre. Fusée de détresse. Lors d'une scène, le seul éclairage est une fusée de détresse. Pour pouvoir tourner cette scène, il fallait alors calculer les ombres et le temps d'éclairage. Ils ont alors construit une maquette extrêmement précise à taille réduite. Ainsi, ils ont analysé les ombres et pu placer la caméra au bon endroit. Faux plan séquence. Le film tourné en une seule prise en plan séquence n'est en réalité pas vraiment un. En effet, le film est constitué de plusieurs plans séquences rattachés au montage pour donner l'impression de ne jamais quitter les acteurs une seule seconde. Tom Holland, l'un des acteurs les plus pressentis pour jouer le rôle de Blake dans ce film, était Tom Holland. Malheureusement pour ses fans, cela n'a pas pu se faire car l'acteur était encore en tournage de Spider-Man. Game of Thrones en force. Parmi les acteurs de ce film se cachent deux acteurs de Game of Thrones. Il y a en effet Robb Stark avec Richard Madden ainsi que Tommen Baratheon grâce à Dean Charles Chapman. Choix historique. Le choix de la période durant laquelle ce film se déroulait n'était pas un hasard. Sam Mendes dévoile qu'il était difficile de faire un film sur la Première Guerre mondiale. C'est en effet une guerre statique où les soldats combattent pour quelques mètres et meurent pour quelques mètres. Cependant, en 1917, les troupes allemandes ont abandonné 14 km de terrain, ce qui a dynamisé la guerre qui, pour la première fois, n'était plus statique. C'est pour cette raison que l'année 1917 a été choisie par Sam Mendes. Ensuite, c'est là où on peut être spoilé. Donc, je vous le dis. Si jamais vous écoutez ces 2-3 phrases, ce sera le spoil. Durant la fameuse scène plan-séquence où l'on voit George Mackay Schofield courir au milieu des explosions et des soldats, nous pouvons voir à 2 reprises l'acteur trébucher en percutant 2 figurants. Cela n'était pas prévu, mais l'acteur est resté dans son rôle et c'est finalement cette scène qui a été conservée au montage final, car elle était plus réaliste selon Sam Mendes. Intensité maximale. Dean Charles Chapman expliqua que pour réussir les prises de 7-8 minutes sans se déconcentrer, il fallait oublier qu'il était un acteur. Voilà, fin du spoil. Intensité maximale. Dean Charles Chapman expliqua que pour réussir les prises de 7-8 minutes sans se déconcentrer, il fallait oublier qu'il était un acteur pour s'immerger dans le monde du personnage. Ainsi, c'est ce qu'il a fait pour une prise de 8 minutes extrêmement intense, après laquelle il ne pouvait s'arrêter de pleurer. Petit don. Ex-militaire, Sam Mendes a engagé
engagé un ex-militaire ayant servi dans les forces parachutistes britanniques, Paul Bidis, afin d'entraîner les acteurs et les figurants. Il a en effet appris aux acteurs principaux à se servir d'une arme et a sélectionné parmi 2000 candidats les 800 figurants qui participeraient au film. Par la suite, il a expliqué à tout le monde quelle serait la réaction normale en cas de blessure sur le front. Enfin, le militaire a aussi donné des astuces pour éviter d'avoir des ampoules aux pieds dans ses bottes pas très confortables. Pas d'effets spéciaux. Les explosions que l'on peut voir pendant le film sont de vraies explosions sans CGI, effets spéciaux. Si bien que la seule différence entre une vraie explosion est l'absence de morceaux de métal qui auraient pu blesser les acteurs et figurants. Alexa Mini LF en exclusivité. Pour les besoins du film, l'équipe de tournage a utilisé en exclusivité la caméra Alexa Mini LF. Si Sam Mendes a pu apprécier les bienfaits de cette nouvelle caméra, c'est en partie grâce à la société Arri qui développait cette dernière et qui a accepté d'en fabriquer 3 en avance pour le film. Ainsi, ils étaient les seuls à cet instant à avoir pu l'essayer. Allume-cigare capricieux. Un allume-cigare a ruiné plusieurs prises et a fait perdre énormément de temps aux équipes. La raison, lors d'une scène, oh non, j'allais le laisser ça aussi. La raison, lors d'une scène utilisant un allume-cigare, celui-ci ne s'allumait pas correctement et a obligé des longs plans à être retournés plusieurs fois. Ah bah tiens, arbre, toilette. Un figurant a expliqué que lors du tournage, les toilettes étaient trop loin. Nombreux ont été ceux qui ont uriné sur un arbre, un peu à l'écart du lieu de tournage, environ 100 selon lui. Malchance, cet arbre était celui où l'acteur principal, George McKay, devait s'asseoir et s'appuyer dessus avec sa tête pour regarder au loin lors de la scène finale. Oui, je vois exactement laquelle. C'est horrible, c'est dégueulasse. Voilà pour le film 1917. Ensuite, grand film Avatar. Durée 2h42. Date de sortie le 1er septembre 2010. Le créateur James Cameron. Le synopsis, un marine paraplégique, Jake Sully, envoyé sur la planète à des années-lumière de la Terre, Pandora, pour une mission unique, est tiraillé entre suivre ses ordres ou protéger le monde qu'il considère le sien. Sur cette planète, de puissants groupes industriels exploitent alors un minerai rarissime destiné à résoudre la crise énergétique sur Terre. Sous sa forme d'avatar, Jake peut donc de nouveau marcher. Devenu un obstacle trop conséquent à l'exploitation du précieux minerai, on lui confie ainsi une mission d'infiltration auprès des navis. Mais tout va changer lorsque Neytiri, une très belle Navi, sauve la vie de Jake. Nouvelle version. Un an après le succès planétaire d'Avatar, son réalisateur James Cameron propose une nouvelle version de son œuvre au cinéma, avec des scènes inédites, proposant ainsi entre 8 et 9 minutes de bonheur supplémentaire. Piratage. Avatar a été le film le plus piraté en 2010 selon le site torrentfreak.com qui annonce en effet plus de 16 millions de piratages. Il devance donc largement les 2 autres films qui complètent le podium, Kick-Ass 11 millions et Inception 9 millions. Les studios de production du film d'animation Delgo ont accusé James Cameron d'avoir plagié celui-ci sorti en 2008. Les studios de production de ce dernier ont en effet été frappés par les ressemblances entre ces 2 œuvres, tout comme de nombreux critiques cinéma qui avaient aussi remarqué les similitudes. James Cameron a simplement répliqué qu'il avait pourtant
eu l'idée d'Avatar dans les années 90 sans aucune preuve. À noter qu'il avait déjà auparavant essuyé plusieurs accusations de plagiat, notamment sur Terminator, pour lesquels il avait alors trouvé des arrangements. Quelques salles de cinéma en France ont eu l'opportunité de proposer aux cinéphiles 15 minutes exclusives en IMAX gratuitement, quelque temps avant la sortie intégrale du film en salle. James Cameron avoua avoir travaillé sur ce projet depuis les années 90, mais n'a pas souhaité sortir le film tant que les effets spéciaux n'étaient pas à la hauteur de ses espérances. Ce n'est en effet qu'après les exploits techniques de la trilogie du Seigneur des Anneaux qu'il se lança dans la préparation concrète du film. Le budget du film a toujours eu plusieurs versions. Certains évoquent en effet entre 250 millions et 600 millions de dollars, j'imagine. La réalité, selon beaucoup, serait précisément 387 millions de dollars, 237 de production et 150 de promotion du film. Ce qui est certain, c'est que dans tous les cas, il est l'un des films les plus chers de l'histoire. Cameron a fait appel à des spécialistes en comportement, dialecte et anthropologie afin de créer le peuple de Pandora, les Na'vi. Avec un langage et une culture propres à eux, il a aussi avec son équipe détaillé la faune et la flore de Pandora. Sam Worthington est en tête d'affiche de 2 blockbusters la même année avec Avatar et Terminator Renaissance. Waouh! Pour jouer le colonel Carriage, le réalisateur a préféré Stephen Lang à Michael Biehn. Les deux acteurs avaient déjà convoité le même rôle pour Alien, le retour en 1985, où cette fois-ci c'était Michael Biehn. James Cameron a convié tous les acteurs à participer à un trek dans la jungle hawaïenne afin qu'ils puissent être confrontés à la nature comme sur Pandora. Incroyable! Robert Legato a été appelé par Cameron afin qu'il mette au point le Director Centric System. Cette technologie a en effet permis au réalisateur de visualiser en temps réel les personnages et non les acteurs en capture de mouvement. Un jeu basé sur les aventures de Pandora est sorti par les studios d'Ubisoft 2009, le tout supervisé par James Cameron. Les studios ont annoncé en 2017 le développement d'un nouveau jeu sur cet univers qui sortira en 2022 selon les prévisions. Bon, il est peut-être déjà sorti du coup. L'idée d'un monde bioluminescent, c'est-à-dire où les êtres vivants émettent de la lumière, lui est venue en explorant les océans. Une musique de la bande originale s'appelle d'ailleurs The Bioluminescence of the Night. Le film de James Cameron était à la 2e place du box-office mondial, puisque le film Avengers Endgame l'a devancé. Cependant, en mars 2021, Avatar est ressorti en Chine et a ainsi retrouvé sa place de numéro 1. Avatar est encore aujourd'hui à la 6e place du box-office français derrière Titanic, Intouchable ou La Grande Vadrouille. Tous les Navy du film ont un nez inspiré du musée de Lyon, excepté un, le docteur Grace, car l'équipe a jugé la différence trop grande et qu'il était trop compliqué de la reconnaître. En août 2013, le réalisateur annonce la suite d'Avatar avec 3 films qui sortiront en 2016, 2017 et 2018. En 2015, les sorties sont décalées d'1 an, puis c'est en 2016 que la suite est encore repoussée à 2018 pour Avatar 2. Ce n'est pas fini, puisqu'en 2017, Cameron annonce finalement 4 films pour 2018, 2020, 2022 et 2023. C'est un peu comme Artemis, ça n'a pas tenu. En 2019, Disney rachète le studio 20th Century Fox et annonce le report pour 2021, 2023, 2025 et 2027.
Finalement, c'est en 2020 qu'est annoncé un dernier report suite au Covid-19. Ainsi est prévu de 16 décembre 2023, le 3 20 décembre 2024 et le 4 18 décembre 2026, le 5 22 décembre 2028. Je savais pas ça. Vous le saviez, vous, qui avez tous ces micmacs de date? De nombreux fans d'Avatar ont indiqué réellement sentir un mal-être après le visionnage du film. Non, pas moi. C'est un peu bizarre parce que je l'ai vu au cinéma du coup et effectivement la 3D, quand t'es pas habitué que c'est le premier film qui a été sorti au cinéma en 3D avec des lunettes et tout. Et oui, c'était un petit peu... c'était plus, moi j'ai trouvé que c'était en le regardant que je me sentais un peu mal, mais pas après. Bon. Un psychiatre explique que la vie virtuelle a toujours fait, dans ce sens-là, a toujours fait envier, mais qu'Avatar a réussi ce qu'aucun film n'avait encore réussi. Rendre la vie virtuelle grâce aux effets spéciaux. Rendre la vie virtuelle réelle grâce aux effets spéciaux. Fantasme et réalité s'entremêlent et a ainsi créé une maladie sous le nom de la dépression post-Pandora. Jake Gyllenhaal et Matt Damon étaient pressentis pour interpréter Jake Sully, mais James Cameron souhaitait quelqu'un de bien moins connu pour ajouter un effet plus réel au personnage. Pendant le film, le personnage de Sigourney Weaver fume beaucoup. Pourtant, c'est en post-production qu'a été rajoutée cette cigarette. James Cameron a invité Peter Jackson et Steven Spielberg sur le plateau afin qu'ils puissent discuter de la motion capture. Et enfin, James Cameron indiqua s'être inspiré de livres comme Tarzan ou de Cycle de Mars avec le personnage de John Carter. Bon, il n'y a pas eu trop de spoil sur celui-là. Ensuite, lequel je vais prendre? Celui-là. Batman Begins, durée 2h20, sorti le 15 juin 2005, créateur Christopher Nolan. Le synopsis. Mais comment un homme peut-il changer le monde? Il semblerait que cette question hante Bruce Wayne. En effet, depuis la soirée tragique de l'assassinat de ses parents, dans les ruelles sombres de Gotham City, torturé par ce sentiment de colère, également accompagné de culpabilité, le jeune Bruce fuit alors Gotham pour un long et discret voyage à travers le monde. Le but de ses pérégrinations est de pouvoir sublimer sa soif de vengeance pour ainsi trouver de nombreux moyens pour pouvoir lutter contre l'injustice. Alors les anecdotes, les coûts de marketing de ce film étaient de 100 millions de dollars. C'était alors à l'époque la plus grosse dépense en termes de marketing pour un seul film. Batman Begins a été conçu pour un budget de 150 millions de dollars. Ainsi, le film a rapporté environ 360 millions de dollars rien qu'avec sa sortie en salle. Un bon score, mais nettement inférieur à ceux des deux prochains opus. Il y a eu une projection privée du film Blade Runner avant le début du tournage. Après cela, Christopher Nolan déclara en effet que c'est comme ça que nous allons faire notre Batman. Des jeunes acteurs de série ont été approchés pour assumer le rôle du Batman. Nous avons par conséquent Joshua Jackson, Ashton Kutcher, Jake Gyllenhaal, David Boreanaz, James Cusack, Guy Pearce et Eoin Bailey, Hugh Dancy, David Duchovny et Cillian Murphy. Pourtant au final, il s'agit de Christian Bale qui gagnera le costume. Christian Bale trouvait le costume inconfortable. De plus, il le mettait de mauvaise humeur quand il le portait. Cela était donc l'idéal pour Batman. Morgan Freeman incarne Lucius Fox, rôle pourtant tenu au départ par Laurence Fishburne.
Fishburne. Quant à Viggo Mortensen, il aurait alors dû incarner Dugard, mais se retrouva remplacé par Liam Neeson. De plus, Dennis Quaid, ils ont tous des noms bizarres, a failli incarner Jim Gordon, mais c'est cependant Gary Oldman qui a obtenu le rôle. Un mentor, mais aussi un ennemi. Ras Al Ghul signifie littéralement la tête du démon en arabe. Le jeune Bruce Wayne portait un pull au vert au motif de chauve-souris brodé dessus. La Batmobile n'est basée sur aucun véhicule existant. En d'autres termes, elle a été construite de A à Z. Par conséquent, elle en devient donc plus spectaculaire. En conclusion, elle représente le croisement entre une Lamborghini et un tank. Dans la tracklist de la bande originale du film, composée par le grand et l'unique et le fabuleux Hans Zimmer et James Newton Howard, est alors caché le mot Batman si nous prenons les premières lettres des morceaux 4 à 9. Jack Gleason, l'acteur mémorable de Geoffrey Baratheon, participa au casting du film dans le rôle du petit garçon qui a un bref échange avec le Bat sur un balcon. Le lac gelé où se battait Bruce Wayne au début du film craquait cependant sous leurs pieds lors du tournage. Après cela, le lac était en effet complètement fondu. Dans une ruelle où nous pouvons voir des vêtements étendus apparaît alors un pyjama, de même motif que celui du symbole du Batman. Il semblerait que la carte du Joker qui apparaît à la fin du film soit alors le teasing incontournable du prochain volet de la trilogie de Dark Knight, le Chevalier Noir. Pourtant, sur l'étiquette du contenant, nous pouvons remarquer c'est un certain J.K. qui a trouvé la carte. En effet, il s'agit de l'un des pseudonymes du Joker dans les comics. Une personne en état d'ébriété a alors percuté la Batmobile dans les rues de Chicago. Finalement, il se justifia en effet en disant qu'il pensait qu'il s'agissait d'une invasion extraterrestre. Tim Burton et Michael Keaton ont effectivement été impressionnés par le film. Dans ce film, le mot Batman est dit seulement 10 fois. Tous les titres de la bande originale du film sont en réalité des noms d'espèces de chauves-souris, Vespertilio, Myotis, etc. Et pour terminer, lequel celui-là Ouais, bon, celui-là. Et pour terminer, le film Dune, durée 2h35, sorti le 15 septembre 2021, créateur Denis Villeneuve. Le synopsis: dans un futur lointain, la guerre fait rage entre les familles de l'Empire. Lorsqu'un drame survint, Paul s'allie au mystérieux Fremen pour contrôler la production d'épices et percer les secrets d'Arrakis, la planète Dune. Timothée Chalamet n'a pas passé de casting pour obtenir le rôle de Paul, puisqu'une simple discussion avec Denis Villeneuve au Festival de Cannes a convaincu le réalisateur. Ah bah dis donc, quelle chance. Au lancement du film au cinéma, les spectateurs ont eu la surprise de voir l'inscription « Première partie » en dessous du titre « Dune ». En effet, Denis Villeneuve a conçu ce film comme une introduction à ce qui pourrait devenir une saga, sous condition tout de même du succès du film. Pour Denis Villeneuve, le plus gros défi du film était d'adapter le scénario afin qu'il soit autant compris et apprécié par les néophytes que par les connaisseurs du roman. Denis Villeneuve a demandé à son équipe de travailler le plus possible sur l'adaptation très précise de l'œuvre de Frank Herbert afin de lui rendre hommage. Ainsi, il avait comme objectif de se rapprocher au maximum des détails visuels et narratifs
du roman. La volonté du réalisateur n'était pas de montrer un désert de cartes postales, mais un désert aride qui dégage de la puissance tout en gardant une familiarité. Timothée Chalamet s'est entraîné au combat bien avant le début du tournage, puisque déjà lorsqu'il tournait le film The Wes Anderson à Angoulême, The French Dispatch, les équipes de combat de Dune s'étaient déplacées dans une cave abandonnée afin de lui permettre de suivre son entraînement. Greg Fraser, directeur de la photographie du film, a pris le pari avec le réalisateur d'utiliser quasiment uniquement la lumière naturelle pour les scènes en extérieur. Lors de la scène où Paul saute dans les bras de Duncan, Timothée Chalamet a donné un coup de genou dans les parties intimes de Jason Momoa. Dans un premier temps, le film était prévu d'être tourné en 35 mm. Cependant, après plusieurs tests, la caméra 35 mm apportait une sensation de nostalgie qui ne collait pas aux souhaits des équipes de tournage. Ainsi, Denis Villeneuve s'est tourné vers la caméra Alexa LF, qui à sa grande surprise convenait davantage à l'aspect qu'il avait en tête. De plus, cela leur a permis de tourner sous des conditions extrêmes ainsi qu'en IMAX. Zendaya n'a eu que 4 jours de tournage. Elle a avoué s'être sentie très intimidée en arrivant sur le plateau puisque tout le reste de l'équipe avait déjà créé de véritables liens. La majorité du film a été tournée en Jordanie. Rebecca Ferguson, qui est sévèrement atteinte de claustrophobie, a été agréablement surprise car l'équipe lui avait modifié son costume qui devait initialement être complètement bloqué en attachant l'arrière simplement avec du velcro, ce qui lui permettait de le retirer plus facilement. Jason Momoa a tenté à plusieurs reprises d'improviser. Cependant, Denis Villeneuve lui a demandé s'il pouvait rester fidèle au scénario. Cela faisait 14 ans que Denis Villeneuve avait la volonté de faire cette adaptation. Tout vient à point à celui qui sait attendre. Denis Villeneuve a découvert le roman de Herbert lorsqu'il était adolescent et fasciné de science et d'écologie. L'exploration de la nature à travers ce récit a réellement marqué le jeune Denis. Dune est le 3e film de Denis Villeneuve se déroulant dans le thème de la science-fiction après Premier Contact et Blade Runner 2049. Et enfin, le budget de Dune a été estimé à 165 millions de dollars. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je pensais faire un petit peu plus de films. Bon, j'en ai fait 4. Dune, Avatar 1917 et Batman Begins. Mais de toute manière, si ça vous plaît, j'en referai parce que moi, je trouve ça trop cool. J'adore savoir les petites anecdotes, les coulisses, les arrière-plans en fait des films. J'aime beaucoup savoir ça. Je pense qu'il n'y a pas eu trop de spoil. Et puis du coup je pensais pas qu'il y aurait autant d'anecdotes sur chaque film et que ça me prendrait plus de 40 minutes. Bon, faut dire que j'ai beaucoup parlé aussi en début de vidéo. La prochaine fois j'essaierai en tout cas de faire plus de films, au moins peut-être 5 ou 6. Ça fera une longue vidéo. En attendant, c'est tout pour moi aujourd'hui les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez aimé m'écouter chuchoter ces petites anecdotes, ma foi, très très sympa avec tous mes erreurs de mots qui m'ont bien fait rire. Voilà, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous fais